Ma fille préparait cette fête de fiançailles depuis 6 mois, et tout semblait parfait. Le jardin de notre propriété à Kelowna était décoré de guirlandes lumineuses. 60 invités riaient et levaient leurs verres, et mon futur gendre se tenait au centre de tout cela, le bras autour de la taille de ma fille, souriant comme un homme qui avait déjà gagné. C'est à ce moment que ma fille s'est éclipsée un instant, est venue là où je me tenais près du mur du jardin, m'a serré l'avant-bras et a murmuré 4 mots qui ont rendu le vin dans ma main soudainement très lourd. Papa, vérifie ses références. Puis elle est retournée vers lui, a souri à un voisin qui les félicitait, et a agi comme si de rien n'était. J'ai gardé un visage complètement impassible. 41 ans dans l'immobilier commercial vous apprennent au moins cela. Je m'appelle Robert Gallagher. J'ai 64 ans, je suis à la retraite partielle, et je vis sur la propriété que ma défunte épouse, Patricia, et moi avons bâti ensemble pendant près de 3 décennies dans l'Okanagan. Patricia est décédée il y a 4 ans d'un cancer qui a évolué plus vite que nous n'y étions préparés. Avant de mourir, elle m'a fait promettre 2 choses. La première était que j'arrêterais de travailler 7 jours sur 7. La seconde était que je prendrais soin de notre fille, Megan. Pas de la manière qui empêche une femme adulte de grandir. Elle a été claire à ce sujet. Elle parlait de l'autre façon de prendre soin, celle où l'on est attentif, où l'on reste vigilant. Je n'avais pas toujours bien respecté cette seconde promesse, mais j'essayais. Megan avait 31 ans lorsqu'elle a rencontré Thomas Hill lors d'un dîner de collecte de fonds à Vancouver. Elle y avait déménagé 8 ans plus tôt pour le travail, avait bâti une carrière dans l'administration des soins de santé, et avait été prudente avec son cœur, comme le sont les gens après 1 ou 2 relations qui se sont mal terminées. Elle m'a appelé 2 jours après ce dîner, et je pouvais entendre quelque chose de différent dans sa voix. Pas seulement de l'excitation, quelque chose de plus doux que l'excitation. Il avait 40 ans, m'a-t-elle dit, un conseiller financier spécialisé dans la planification successorale pour les familles fortunées. Il avait grandi à Halifax, était parti dans l'Ouest pour l'université, et avait bâti son cabinet en 15 ans. Il était calme, disait-elle, mesuré. Il posait de bonnes questions et écoutait les réponses. Il la faisait se sentir. Et elle a marqué une pause, cherchant le mot juste. Vu. J'étais content pour elle. Je l'étais vraiment. La première fois que j'ai rencontré Thomas, c'était lors d'un dîner qu'elle avait organisé dans un restaurant à Kelowna, environ 3 mois après le début de leur relation. Il était venu de Vancouver spécialement pour cela. Il était grand, bien habillé sans être ostentatoire, et il avait cette qualité particulière que les personnes très douées dans la vente développent au fil des ans, la capacité de donner à leur interlocuteur l'impression d'être la personne la plus importante dans la pièce. Il m'a interrogé sur ma carrière avec ce qui semblait être un intérêt sincère. Il en savait assez sur l'immobilier commercial pour poser des questions intelligentes. Il était attentif à Megan d'une manière qui paraissait entièrement naturelle. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je me suis assis longtemps dans le vieux fauteuil de lecture de Patricia. J'avais l'impression d'assister à une performance. Je ne pouvais pas l'expliquer mieux que ça. Rien de ce qu'il disait n'était déplacé. Rien de ce qu'il faisait n'était déplacé. Mais il y avait une qualité dans son attention qui me rappelait quelqu'un qui imitait très bien une personne réelle plutôt que d'en être une. Patricia m'aurait dit que j'étais impossible. Peut-être aurait-elle eu raison. J'ai gardé ce sentiment pour moi. Ils sont sortis ensemble pendant 14 mois avant qu'il ne la demande en mariage. Il l'a fait dans le restaurant de Vancouver où ils avaient eu leur premier vrai rendez-vous. Elle m'a appelé depuis le stationnement après, pleurant encore des larmes de joie, et je lui ai dit que j'étais ravi pour elle. Je ne mentais pas tout à fait. Je voulais vraiment être ravi. La fête de fiançailles à Kelowna a eu lieu 6 semaines plus tard. Megan avait presque tout organisé elle-même avec l'aide de sa meilleure amie, Diane, qui était venue de Kamloops pour le week-end. Thomas est arrivé la veille avec ce qui semblait être la moitié d'une garde-robe, s'est installé dans la chambre d'amis, et a passé la matinée avant la fête à prendre des appels dans le jardin, appels auxquels il mettait fin rapidement chaque fois que je m'approchais. Je me suis dit que c'était normal. Les consultants prennent des appels le week-end. C'est simplement la vie. Puis Megan a dit ce qu'elle a dit à la fête, et j'ai compris qu'elle ne l'avait pas dit sur un coup de tête. Elle avait attendu un moment où elle pourrait le dire sans être entendue. Elle avait choisi ses mots avec soin. 4 mots, pas 10. Assez pour me dire que quelque chose n'allait pas assez pour provoquer une scène si quelqu'un avait regardé. Ma fille n'est pas une femme qui panique.
Elle portait quelque chose, et elle m'avait choisi pour le porter avec elle. Je suis resté à la fête pendant encore 40 minutes. J'ai ri au bon moment, j'ai rempli mon verre une fois, et j'ai parlé avec Thomas pendant près de 10 minutes de l'industrie vinicole de l'Okanagan. Il était charmant et détendu. J'ai observé ses yeux pendant qu'il parlait. Ils étaient occupés d'une manière que son visage ne l'était pas. Après le départ des derniers invités, alors que Megan et Diane nettoyaient dans la cuisine, j'ai dit à tout le monde que j'étais fatigué et je suis allé me coucher. Je n'ai pas dormi. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne suis pas un homme qui utilise particulièrement bien Internet. Mon assistante au bureau a passé des années à me rediriger gentiment des moteurs de recherche vers les appels téléphoniques, pour lesquels je suis bien meilleur. Mais j'en savais assez pour commencer quelque part. J'ai tapé Thomas Hill, conseiller financier Halifax, et j'ai passé 1 heure à lire. Son site web professionnel était propre et crédible. LinkedIn montrait un parcours professionnel stable. Il y avait quelques mentions dans des publications de l'industrie. Rien de remarquable. Son visage apparaissait sur une photo de groupe d'un tournoi de golf caritatif à Vancouver 3 ans plus tôt. Tout semblait exactement comme il se devait. C'est ce qui, d'une manière étrange, me dérangeait. Le lendemain matin, j'ai appelé Megan avant que Thomas ne soit réveillé. Elle est sortie dans le jardin, et je lui ai posé la question directement. Elle avait regardé sur son ordinateur portable, m'a-t-elle dit, pas par suspicion au début, mais parce que le sien chargeait dans leur chambre et qu'elle avait besoin de chercher quelque chose rapidement. Elle avait ouvert un onglet de navigateur qu'il n'avait pas fermé. C'était une feuille de calcul. En haut de la colonne, elle a eu le temps de lire avant de l'entendre arriver dans le couloir. Elle a vu Megan Gallagher Kelowna valeur successorale propriété et puis un chiffre qu'elle a reconnu comme une approximation de ce qu'elle pensait être la valeur de ma succession. Elle a fermé l'ordinateur portable avant qu'il n'atteigne la pièce. Elle n'a rien dit. Elle avait passé 3 semaines à essayer de se convaincre qu'il y avait une explication innocente. Je lui ai dit qu'elle avait bien fait de me le dire. Je lui ai dit d'agir normalement. Je lui ai dit que je m'en occuperais. Elle m'a regardé de la même manière qu'elle me regardait quand elle avait 9 ans, qu'elle était tombée de vélo et qu'elle s'efforçait de ne pas pleurer. J'ai soutenu ce regard aussi longtemps que nécessaire. Et puis je suis rentré et j'ai appelé mon avocate. Hélène Marsh s'occupait des affaires juridiques de notre famille depuis 18 ans. Je l'avais engagée pour la première fois lorsque Patricia et moi restructurions nos holdings immobiliers, et c'est elle qui m'a aidé à créer la fiducie familiale après la mort de Patricia. Pas énorme par rapport à certaines, mais la fiducie de la famille Gallagher représentait le travail accumulé de 4 décennies, la propriété de Kelowna, 2 bâtiments commerciaux à Penticton, et un portefeuille d'investissement que Patricia avait géré avec une patience extraordinaire. Megan en était la principale bénéficiaire. Hélène, ai-je dit, si quelqu'un épousait Megan et qu'elle l'ajoutait ensuite à la fiducie en tant que cofiduciaire ou bénéficiaire désigné, à quelle vitesse les actifs pourraient-ils être déplacés? Elle est restée silencieuse un moment. Selon la structure et le pouvoir de signature, a-t-elle dit, cela pourrait se produire en quelques jours s'ils avaient les bons documents et l'accès aux institutions financières, peut-être plus rapidement. De quoi aurait-il besoin? Un certificat de mariage, sa signature, et la signature du cofiduciaire sur les documents de modification, ainsi que l'accès au numéro de compte, qui se trouverait dans les documents de la fiducie eux-mêmes. Je l'ai remercié et lui ai dit que je pourrais avoir besoin de la rappeler bientôt. Puis j'ai appelé un homme nommé Gary Sinclair. J'avais rencontré Gary 15 ans plus tôt alors qu'il effectuait des vérifications d'antécédents pour une grande transaction commerciale dans laquelle j'étais impliqué. Il avait depuis bâti un petit mais très réputé cabinet d'enquête privée dans le Lower-Mainland. Il était méthodique, discret, et il ne spéculait pas. Il vous disait ce qu'il trouvait et rien de plus, ce qui est le seul type de personne qu'il vaille la peine d'engager pour un tel travail. J'ai dit à Gary que j'avais besoin d'une vérification complète des antécédents de Thomas Hill, 40 ans, conseiller financier, Vancouver. Je lui ai donné les détails que Megan m'avait partagés au cours des 14 mois. Je ne lui ai pas encore dit pourquoi. J'ai demandé combien de temps cela prendrait. 3 jours pour le travail de surface, a-t-il dit, 1 semaine pour tout ce qui est plus approfondi. J'ai dit que j'en avais besoin en 5 jours. Il a dit qu'il verrait ce qu'il pouvait faire. Ces 5 jours ont été parmi les plus difficiles que j'ai passés. Thomas est resté à Kelowna 2 jours de plus après la fête, serviable et agréable, et je me suis assis en face de lui à table chaque soir pour parler de vin,
de la valeur des propriétés et des défis particuliers de la coquillala en hiver. Il était très doué pour la conversation de table. Je me suis surpris à presque l'apprécier, ce qui rendait tout encore pire. Il est retourné à Vancouver un mardi. Meghan est restée un jour de plus. Je lui ai dit le peu que je savais, ce qui n'était pas grand-chose pour l'instant, et je lui ai répété d'agir normalement. Elle avait peur, je pouvais le voir, mais elle était aussi en colère d'une manière qui lui donnait de la fermeté. Patricia avait été pareille. Quand elles étaient effrayées et en colère en même temps, les femmes de ma famille devenaient très calmes. Gary a appelé le 5e jour. Le vrai nom n'était pas Thomas Hill. C'était Trevor Halliday, né à Moncton, au Nouveau-Brunswick, il y a 41 ans. Le passé à Halifax était en partie vrai, il y avait vécu. Mais le parcours professionnel que les sources de Gary ont découvert était substantiellement différent de celui sur son profil LinkedIn. Il y avait une poursuite civile en Nouvelle-Écosse datant de 7 ans. Un ancien partenaire commercial avait allégué que Trevor Halliday avait falsifié des documents financiers afin d'accéder à un compte joint et l'avait ensuite liquidé. L'affaire avait été réglée à l'amiable. Les montants étaient scellés, mais la documentation existait. Il y avait aussi un mariage. Trevor Halliday avait été marié à une femme à Fredericton, divorcé après 22 mois. Son père avait découvert Gary grâce au registre foncier, possédait un important portefeuille de propriétés commerciales au Nouveau-Brunswick. Le règlement du divorce avait inclus un paiement à Trevor qui provenait, selon une source que Gary ne nommerait pas mais qu'il disait fiable, du beau-père, qui avait simplement voulu que la situation se termine discrètement. Et il y avait un troisième nom sur la liste de Gary, une femme à Calgary. Son nom était Renata Voss. Selon ce que Gary avait trouvé, elle avait 44 ans et elle et Trevor Halliday partageaient une société à numéro enregistrée en Alberta. La société n'avait aucune activité commerciale visible, mais de l'argent y avait transité. Gary avait les relevés de transfert. Je suis resté assis dans mon bureau, le téléphone contre l'oreille, et j'ai regardé le vignoble qui longeait le côté sud de la propriété. Gary, ai-je dit, cet homme prévoit-il d'épouser ma fille pour accéder à son héritage? Je pense, a dit Gary prudemment, que quelqu'un a fait quelque chose de très similaire auparavant et que la structure est suffisamment semblable pour justifier une inquiétude sérieuse. Je lui ai demandé de continuer à creuser. J'ai spécifiquement posé des questions sur Renata Voss. J'ai demandé s'il y avait d'autres liens avec la fiducie familiale, en particulier si quelqu'un avait fait des demandes de renseignements. Il a dit qu'il me rappellerait. Il a rappelé le lendemain soir. Renata Voss avait travaillé pendant 3 ans comme parajuriste dans un cabinet d'avocats spécialisé en planification successorale à Calgary. Elle avait quitté ce cabinet dans des circonstances que Gary a décrites comme floues, mais a noté qu'elle était partie sans référence et sans la perspective de partenariat qui lui avait apparemment été promise. Sur le papier, elle travaillait maintenant comme consultante juridique indépendante. Son revenu réel, d'après ce que Gary avait pu tracer, semblait provenir principalement de la société à numéro qu'elle partageait avec Trevor. Plus important encore, Gary avait trouvé des courriels. Il n'a pas expliqué en détail comment, et je n'ai pas demandé, mais Trevor avait utilisé un compte de messagerie personnelle qui n'avait pas été suffisamment sécurisé, et Gary avait une source qui avait accédé à une partie de la correspondance. Dans ces courriels, Trevor faisait référence à Meghan par son prénom et à la succession Gallagher par un raccourci que Gary ne répéterait pas au téléphone, mais qui rendait la nature du plan claire. Renata l'avait conseillé sur le processus de modification de la fiducie. Elle savait exactement quels documents devaient être signés et dans quel ordre pour donner à Trevor l'accès avant que toute contestation juridique ne puisse être montée. Il prévoyait d'agir dans les 30 jours suivant le mariage. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à Patricia. J'ai pensé aux 31 ans qu'elle avait passé à m'aider à construire tout ce qui était maintenant dans la ligne de mire de 2 personnes qui avaient fait cela, ou quelque chose de très similaire, au moins une fois auparavant. Puis j'ai commencé à planifier. Le mariage de Meghan était dans 8 semaines. Le lieu était une propriété viticole près de Naramata qu'elle avait réservée près d'1 an à l'avance, 110 invités. Le dîner de répétition avait lieu la veille dans un hôtel-boutique à Penticton, 40 invités, la famille proche et le cortège nuptial. J'ai rappelé Hélène Marsh. Je lui ai raconté ce que Gary avait trouvé. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Et puis elle a dit des choses que je ne répéterai pas en entier parce qu'elle est une professionnelle posée, et elle n'était pas posée. Quand elle a eu fini,
elle m'a dit qu'elle pouvait travailler avec l'unité des crimes financiers de la Gendarmerie royale du Canada, qu'elle y avait un contact, et que la documentation que Gary avait rassemblée était probablement suffisante pour ouvrir une enquête formelle. Mais elle m'a aussi dit que le résultat le plus durable, celui qui serait le plus difficile à contester plus tard, serait que Trevor soit pris en flagrant délit de tentative de fraude plutôt que d'être simplement accusé de l'avoir planifié. Je lui ai dit de passer l'appel au contact de la Gendarmerie royale du Canada. Je lui ai dit que je m'occuperais du reste. Il y a une sorte de patience particulière que l'on développe en 40 ans de négociation de transactions immobilières commerciales. On apprend que la personne qui parle la première lorsque le silence devient inconfortable a déjà cédé quelque chose. On apprend que le moment où l'on montre son jeu n'est presque jamais le bon moment. On apprend à attendre. J'ai appelé Megan et je lui ai tout dit, tout. Elle est restée longtemps au bout du fil sans parler. Et puis elle a dit d'une voix parfaitement stable, « Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse ?» Voilà ma fille. J'avais besoin qu'elle ne fasse rien de différent, continuer à planifier le mariage, répondre aux messages de Trevor comme elle l'avait toujours fait, ne donner aucune indication que quelque chose avait changé. C'était beaucoup demander à quelqu'un à qui l'on venait de dire que l'homme qu'elle allait épouser avait probablement catalogué son héritage depuis leur 3e rendez-vous. Elle n'a pas hésité. Gary avait découvert que Renata Voss serait à Penticton le week-end du dîner de répétition. Elle était enregistrée au même hôtel-boutique sous son propre nom, figurant sur la réservation de l'hôtel comme une invitée du mariage. Elle n'était pas sur la liste d'invités de Megan. Trevor l'avait ajoutée sous le couvert de la coordination des fournisseurs externes de l'organisatrice de mariage, affirmant qu'elle était une consultante juridique examinant le contrat du lieu de réception. Elle n'examinait aucun contrat de lieu de réception. Je suis arrivé à l'hôtel de Penticton le matin du dîner de répétition, j'ai fait mon enregistrement et j'ai rencontré Gary dans le café du hall. Il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un résumé imprimé de tout ce qu'il avait trouvé, signé et daté, ainsi qu'une clé USB contenant les preuves documentaires. Il m'a également donné un petit enregistreur numérique, du genre qui tient dans une poche de veste et fonctionne 6 heures avec une seule charge. Le dîner de répétition a commencé à 19 heures. La salle à manger privée de l'hôtel donnait sur le lac Ska, et en cette soirée de début septembre, l'eau était calme et couleur de cuivre sous la dernière lumière du jour. Trevor était en excellente forme. Il a porté un toast à Megan qui était vraiment émouvant. Son frère, mon fils Daniel, qui était venu de Kamloops, s'est penché vers moi à un moment donné et a dit à voix basse, « Je crois que je l'ai mal jugé. » J'ai dit à Daniel que j'espérais qu'il avait raison. À 20h45, j'ai vu Trevor s'excuser, disant qu'il devait passer un appel rapide. Il s'est dirigé vers le couloir de l'hôtel menant aux ascenseurs. J'ai attendu 4 minutes, puis je me suis excusé en prétextant un mal de dos, qui n'est en fait pas bon, et j'ai emprunté le même couloir. Gary avait confirmé que Renata Voss était dans la chambre 214. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 2e étage. Le couloir était calme. J'ai marché lentement, l'enregistreur déjà en marche dans la poche de ma veste. Et quand j'ai atteint la zone devant la chambre 214, j'ai pu entendre 2 voix assez clairement. Celle de Renata était la plus tranchante. Elle passait en revue une liste de contrôle. Point le formulaire de modification de la fiducie, a-t-elle dit. Celui que ton avocat a examiné. Et par ton avocat, elle ne parlait clairement pas d'un avocat de Trevor que j'avais rencontré. La voix de Trevor. Et les transferts de propriété? Cela prenne plus de temps, a dit Renata. Mais ils n'ont pas d'importance. Les actifs liquides du compte d'investissement valent à eux seuls plus qu'assez. Nous serons bien loin avant que quiconque ne se rende compte que le transfert n'était pas une distribution de routine. Et le vieil homme? Il n'a plus le pouvoir de signature sur la fiducie. Elle a été configurée pour que Megan soit l'unique fiduciaire maintenant qu'elle a 30 ans. Même s'il s'en rend compte, il ne peut rien faire légalement avant que l'argent ne soit déplacé. D'ici là, nous serons à 2 pays de là. Trevor a ri. Il avait un rire agréable. Je l'avais remarqué chez lui dès le début. C'était le rire d'un homme qui était à l'aise, et je comprenais maintenant pourquoi il était à l'aise. Je suis resté dans ce couloir et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine comme de l'eau froide. Pas de la rage, exactement. Quelque chose de plus calme et de plus durable que la rage. J'ai envoyé un texto à Gary, 2 étages plus haut, s'il te plaît. Puis j'en ai envoyé un à Megan. Elle est apparue au bout du couloir 90 secondes plus tard,
ayant dit à la mère de Trevor qu'elle avait besoin de prendre l'air. Son visage était très impassible. J'ai pointé la porte de la chambre 214, j'ai levé un doigt, et elle a hoché la tête. Nous sommes restés ensemble devant cette porte. De l'intérieur, Trevor parlait du calendrier. Transfert lundi, a-t-il dit. Vol mardi matin depuis Vancouver. Renata a dit qu'elle avait trouvé un arrangement au Portugal, apparemment, qui accueillerait les fonds sans difficulté. La main de Megan a trouvé la mienne. Elle l'a serrée très fort. Je n'ai pas regardé son visage parce que je ne voulais pas qu'elle ait à se contenir pour moi. Elle le faisait déjà toute seule, et j'étais fier d'elle d'une manière qui n'avait rien à voir avec les circonstances. Quand les voix se sont tues, j'ai frappé. Il y a eu un silence d'environ 4 secondes. Puis la porte s'est ouverte et Trevor était là, et la séquence d'expression qui a traversé son visage dans les 2 secondes suivantes m'en a dit plus sur qui il était vraiment que 14 mois de performance soignée n'avaient réussi à le révéler. D'abord la confusion, puis la reconnaissance, puis un recalcul rapide, et enfin le sourire. Il a réellement produit le sourire. « Megan, a-t-il dit, qu'est-ce que vous faites ici tous les deux ?» Megan a regardé par-dessus son épaule Renata Voss, qui était assise au petit bureau près de la fenêtre avec un dossier ouvert devant elle, un dossier d'apparence juridique. « Qui est-ce » La voix de Megan était parfaitement égale. « C'est Renata, a dit Trevor. C'est la consultante dont j'ai parlé. Celle qui examine les documents du lieu de réception. » Megan a regardé Trevor un instant. Puis elle a dit, « J'ai entendu ce que vous avez dit à propos de la fiducie. » Le sourire de Trevor n'a pas disparu immédiatement. C'est le propre des gens très entraînés. Ils peuvent tenir une position un peu plus longtemps que prévu. Mais il a fini par s'effacer. Derrière moi, dans le couloir, j'ai entendu des pas. Gary était arrivé avec 2 personnes que j'avais reconnues d'une réunion à laquelle j'avais assisté cet après-midi-là dans un bureau anodin du centre-ville de Penticton. La caporale Andrea Hewitt et sa collègue de l'unité de la fraude commerciale de la Gendarmerie royale du Canada, qui avait écouté pendant 90 minutes la documentation de Gary et le résumé juridique de Helen Marsh. Et avaient convenu que ce qu'elles entendaient constituait des motifs suffisants pour une enquête active et une intervention immédiate. Je me suis tourné vers Trevor. « Je veux que vous compreniez quelque chose, ai-je dit. Je sais que votre nom est Trevor Halliday. Je suis au courant de la poursuite en Nouvelle-Écosse. Je suis au courant de votre ancienne épouse à Fredericton et du règlement de son père. Je suis au courant de la société à numéro que vous partagez avec Renata. Je sais ce que vous prévoyez de faire avec l'héritage de ma fille, et la Gendarmerie royale du Canada le sait aussi. » Son visage était devenu complètement figé. La caporale Hewitt s'est avancée et s'est identifiée. Elle a dit à Trevor et à Renata qu'ils étaient placés en détention pour interrogatoire dans le cadre d'une enquête sur une fraude financière présumée. Elle était calme et professionnelle, et elle leur a lu leurs droits de cette manière particulière et neutre de quelqu'un qui a fait cela de nombreuses fois. Renata a dit quelque chose de sec à propos d'avocats. Trevor n'a rien dit du tout. Ils ont été escortés hors de la pièce. Le dossier sur le bureau, qui contenait en effet les documents de modification de la fiducie avec le nom de Megan déjà rempli à la page 7, a été photographié et pris comme preuve. Je suis resté un instant dans l'embrasure de la porte de cette chambre d'hôtel après leur départ. Le lac était encore visible par la fenêtre, maintenant complètement dans le noir. Quelques lumières de la rive opposée se reflétaient sur l'eau. Puis je suis redescendu avec ma fille. Ce qui a suivi n'a pas été facile. Megan s'est tenue devant 40 personnes dans une salle à manger privée surplombant un magnifique lac et leur a dit, en moins de mots que je n'aurais pu en trouver, que le mariage était annulé, qu'elle allait bien, et qu'elle apprécierait leur discrétion et leur soutien dans les jours à venir. Certaines personnes ont pleuré. D'autres ont semblé soulagées, de la manière dont les gens le sont lorsque quelque chose qu'ils soupçonnaient mais ne pouvaient pas dire est enfin reconnu. Son frère Daniel est resté assis avec elle pendant 1 heure après, et j'en ai été heureux. J'ai fait une promenade le long du lac seul vers 22 heures. C'était une nuit fraîche pour un début de septembre, le genre de nuit qui vous rappelle que le règne de l'été dans l'Okanagan est toujours temporaire. J'ai pensé à Patricia. J'ai pensé à la façon dont elle s'asseyait dans le jardin de la propriété de Kelowna le soir avec un verre de vin, très immobile, regardant la lumière changer sur les collines. Elle avait un instinct pour l'immobilité que je n'avais jamais pleinement appris d'elle. J'apprenais encore. L'enquête de la Gendarmerie royale du Canada a progressé au cours des mois suivants.
Je ne détaillerai pas tout car une partie est encore en cours, mais l'essentiel de ce que Gary et Hélène avaient assemblé a tenu bon. Trevor Hallyday et Renata Voss ont été formellement inculpés en lien avec l'affaire de Moncton et le règlement de Fredericton, que les enquêteurs ont pu rouvrir avec de nouvelles preuves, ainsi que pour la fraude planifiée contre Meghan. L'ancien partenaire commercial en Nouvelle-Écosse, un homme nommé Gerald, qui avait passé 7 ans à croire que personne ne prendrait jamais sa plainte au sérieux, m'a appelé directement pour me remercier. Cet appel a été étonnamment difficile à mener à bien. Meghan a mis 4 mois à se remettre. Elle est restée à Vancouver mais a pris un congé de 6 semaines, a passé du temps avec des amis, et est venue à Kelowna plusieurs week-ends pour s'asseoir dans le jardin avec moi et parler de tout et de rien, selon le jour. Elle a pleuré, mais pas aussi souvent que je m'y attendais. Elle était plus en colère que triste, et je pense que c'était la bonne proportion. La question qui revenait le plus souvent était de savoir comment elle avait pu ne pas le voir. « Tu ne l'as pas manqué ?» lui ai-je dit lors d'un de ces week-ends de fin novembre, assis dehors sous le dernier soleil d'automne sur le vignoble en dormance. « Tu l'as senti. Tu m'as dit 4 mots à la fête parce que quelque chose en toi le savait déjà. La partie de toi qui l'a reconnu a simplement été confrontée à 14 mois d'une performance très habile. » Elle est restée silencieuse un moment. « Il était doué pour ça, a-t-elle dit. Il l'était. Mais tu étais meilleur pour t'écouter que tu ne le pensais. Je veux faire de nouveau confiance aux gens, a-t-elle dit. Je ne veux pas devenir quelqu'un qui ne le peut pas. Tu ne le deviendras pas. J'ai versé plus de vin dans son verre. Ta mère était l'une des personnes les plus confiantes que j'ai jamais connues. Sais-tu pourquoi elle pouvait se permettre de l'être? Meghan a secoué la tête. Parce qu'elle était attentive. La vraie confiance n'est pas quelque chose que l'on accorde librement en espérant que tout ira bien. C'est quelque chose que l'on étend lentement, et on regarde ce qu'une personne fait avec de petites marques de confiance avant de lui en donner plus. Ta mère faisait confiance aux gens parce qu'elle observait attentivement d'abord. Ce n'est pas du cynisme. C'est simplement de la sagesse. Meghan a regardé le vignoble pendant un long moment. En une semaine environ, ai-je dit. Peut-être 10 jours. Elle a ri pour la première fois depuis ce qui m'a semblé des mois, et j'ai ri aussi. Et quelque part dans la qualité de ce rire particulier, je pouvais entendre Patricia très clairement. 6 mois après le mariage annulé, Meghan m'a appelé un mardi soir, ce qui n'est pas son jour d'appel habituel, ce qui signifiait qu'elle avait quelque chose à dire qui ne pouvait pas attendre le week-end. Elle avait repris le travail depuis 4 mois. Elle avait recommencé à courir, une activité qu'elle avait abandonnée pendant sa relation. Elle avait réservé un voyage au Portugal avec Diane, ce que j'ai trouvé admirable comme réappropriation de quelque chose qui avait été brièvement contaminé. Et elle avait rencontré quelqu'un, a-t-elle dit prudemment. Pas d'une manière qui suggérait quelque chose de sérieux pour l'instant, juste d'une manière qui suggérait que la possibilité de quelque chose de sérieux n'était plus terrifiante. Parle-moi de lui, ai-je dit. Elle l'a fait. Elle l'a décrit avec une qualité d'attention particulière, remarquant des choses spécifiques, la façon dont il s'est excusé auprès d'un serveur pour avoir mis trop de temps à commander, la façon dont il parlait de sa famille avec aisance et sans se censurer, la façon dont il lui avait raconté. Lors de leur deuxième rencontre, une entreprise qui avait lamentablement échoué et ce qu'il en avait appris. Elle observait attentivement. Je pouvais l'entendre dans chaque phrase. C'est bien, lui ai-je dit. Continue d'observer. Je sais, a-t-elle dit. Je le ferai. Après avoir raccroché, je suis sorti dans le jardin et je me suis tenu là où Patricia avait l'habitude de s'asseoir. L'Okanagan en mars est encore froid, les vignes sont taillées et les collines d'un brun pâle, rien à voir avec l'été. Mais il y a quelque chose dans la qualité de la lumière même à ce moment-là, une clarté particulière que je n'ai jamais trouvée ailleurs. J'ai pensé à ce que signifie protéger quelqu'un sans le diminuer. On ne peut pas veiller sur les gens qu'on aime en se tenant entre eux et tout ce qui est incertain. Patricia comprenait cela. La meilleure protection que j'ai pu offrir à Meghan n'était pas un mur, mais un ensemble d'outils, faire attention à ce qui ne colle pas, faire confiance à la petite voix qui dit que quelque chose ne va pas, demander de l'aide avant que la situation ne soit irrémédiable. Et comprendre que le véritable amour n'arrive pas tout fait et sans défaut. Il arrive honnêtement, avec ses imperfections visibles, et il reste quand les choses sont difficiles. J'ai pensé à Gérald en Nouvelle-Écosse, qui avait porté plainte pendant 7 ans et avait finalement été entendu. J'ai pensé à la femme à Fredericton dont le père avait payé pour faire disparaître un problème, ce qui est une sorte de protection qui ne protège personne.
J'ai pensé à la différence entre ces deux réponses et à ce qu'elles coûtent au fil du temps. Je suis rentré, j'ai versé un petit verre de quelque chose provenant d'une des bouteilles du domaine que Patricia aimait, et je me suis assis dans son vieux fauteuil. Si vous êtes un parent qui lisez ceci, ou un grand-parent, ou quiconque a une personne qui lui est chère qui s'engage dans une relation dont vous n'êtes pas sûr, je veux dire quelque chose clairement. Vos instincts sont une information. Le sentiment discret que quelque chose ne colle pas mérite d'être examiné. Non pas parce que vous devriez traiter tout le monde avec suspicion, mais parce qu'un regard bref et attentif coûte très peu par rapport à ce qu'il pourrait empêcher. Vous n'avez pas besoin d'accuser qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de créer de conflit. Vous avez simplement besoin de regarder et de vous assurer que la personne que vous aimez a reçu la vérité avant de prendre une décision permanente. La partie la plus difficile n'est pas l'enquête. La partie la plus difficile est de croire que les personnes que vous aimez peuvent supporter la vérité. Ma fille l'a supportée avec plus de grâce que je n'avais le droit de l'espérer. Elle l'avait portée seule pendant 3 semaines avant de venir me voir, ce qui vous dit tout sur le genre de personne qu'elle est. Patricia a bien choisi quand elle m'a fait promettre d'être attentif. J'apprends encore à être digne de cette promesse.